Bonsoir. Je vais dire 2-3 mots et me présenter, et puis vous dire pourquoi je présente ce thème ce soir. Alors, d'abord parce que c'est la SF Coach qui me l'a demandé pour nourrir un peu le chemin et la cohérence de l'ensemble des conférences. Et puis, au fond, c'est un thème qui me passionne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi, je suis tombé dans la marmite de l'entreprise libérée tout petit, comme Astérix ou Obélix. C'est-à-dire que je suis un ancien dirigeant de Scope. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Scopes, les salariés sont en même temps des actionnaires. Ce qui fait que les salariés sont propriétaires de l'entreprise. Donc du coup, c'est là où les décisions se prennent collectivement, il y a des hauts niveaux d'implication, de motivation, d'engagement, chacun donne le meilleur de lui-même au fond. Et ça a été pour moi fondateur dans ma vie professionnelle, parce que du coup, à un moment donné, l'histoire de l'entreprise a été telle que j'ai été élu dirigeant de l'entreprise. Donc, alors que je n'étais pas destiné à ça. Et puis, depuis tout petit aussi, si je reprends mon enfance plus loin, j'ai été scout, donc collectif. Je viens d'une grande famille, voire une très grande famille. Donc, ma mère, ils étaient 12 frères et sœurs, mon père, ils étaient 5 frères et sœurs. J'ai plus de 30 ou 40 cousins, enfin je ne sais pas comment. Et j'ai l'habitude de raconter cette anecdote où ma mère disait, quand il n'y avait personne à la maison, on était 15. Bonjour. Donc ce qui fait que je me suis nourri, j'ai baigné dans le collectif depuis très longtemps. Et donc quand j'ai rencontré le coaching, évidemment dans les années 90-91, j'ai bien compris qu'en tant que dirigeant, moi j'en aurais eu besoin. Mais très rapidement, la dimension du collectif est apparue et s'est imposée à moi. Et donc la dimension du coaching, du team building, de l'intelligence collective, le travail sur la vision, a été pour moi naturel. À aucun moment, je me suis dit, je ferai du coaching individuel seul. Et notamment, donc dans les 2-3 années qui ont suivi ma formation, très rapidement, j'ai fait du collectif. Et puis, depuis quelque temps, j'en dirais 2-3 mots, est arrivé les travaux d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'autour de moi, il y avait énormément de dirigeants qui vivaient dans cette culture. Et depuis maintenant plus d'1 an et demi, j'anime en Rhône-Alpes l'association EVH. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, EVH, c'est l'association créée par Bertrand Martin. Il y a 20 ans, EVH veut dire des entreprises vivantes par et pour des hommes et des femmes vivantes. Donc, vous voyez, le principe de récursivité apparaît tout de suite, c'est-à-dire, l'entreprise nourrit les personnes qui nourrissent l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le deal gagnant, au fond, que vous connaissez bien. Et très rapidement, Bertrand Martin a compris qu'une entreprise n'irait jamais plus loin que son dirigeant, et que s'il y avait un processus de transformation à mettre en œuvre, eh bien, le dirigeant devait être complètement impliqué dans cette transformation et se transformer lui-même. Il est à la fois la limite et le potentiel, c'est-à-dire que l'entreprise n'ira jamais plus loin. Et on le verra, mais vous le savez déjà, que dans l'entreprise dite libérée, là, c'est une condition de réussite. C'est-à-dire que si le dirigeant n'est pas prêt à faire un pas ou deux, c'est même pas la peine d'essayer. Ça ne sert à rien, ça se perd dans le sable, et puis ça crée ce qu'on appelle l'effet congélateur, c'est-à-dire les gens sont tout contents de pouvoir oser les choses, prendre des initiatives, et puis ils se cognent à la limite du dirigeant ou de l'équipe dirigeante. Et donc je le développerai ce soir. Et donc Bertrand Martin très rapidement a compris que la limite étant le dirigeant, au-delà de tout ce qui existait, les clubs patronaux, etc., ce qui était important, c'est que chaque dirigeant qui vient, il a 2 questions à se poser. La première, c'est comment il se ressource. La deuxième, c'est comment il benchmark. Et le benchmark, c'est pas le marketing, la stratégie, etc., mais comment il benchmark le style de leadership, le management, la dynamique collective, etc. Et donc, comment il se ressource, ce qui était intéressant, et Bertrand Martin l'a voulu tout de suite, en disant, ils appellent ça la plongée. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe dans l'entreprise, ça c'est plutôt périphérique, mais c'est quelle est ta posture et quel est ton positionnement par rapport à ce changement-là. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et pas seulement au niveau managérial. Qu'est-ce qui se passe en toi au niveau psychologique? Qu'est-ce qui se passe en toi au niveau spirituel? Qu'est-ce qui se passe en toi au niveau énergétique? Parce que tout ça est sous l'iceberg. Et comme c'est sous l'iceberg, c'est non traité, non analysé.
Or, ça se joue tout le temps, puisque vous savez que 80% de ce que nous vivons dans les relations humaines, c'est en dessous de l'iceberg. Vous comprenez que si c'est non conscient et non traité et non analysé, eh bien, nous allons faire vivre des choses à nous-mêmes et à l'ensemble d'un collectif qui sont complètement inadéquates, voire inadaptées. Ça vous paraît clair? Donc, voilà. Et donc, j'ai la chance d'animer le premier groupe de dirigeants en Rhône-Alpes, qui a commencé il y a 1 an, et le deuxième va ouvrir en septembre, etc. Donc, c'est une association qui a vraiment vocation à se développer sous cet angle-là. Et il se trouve, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, je ne le crois pas, mais il se trouve que les 7 personnes dans mon groupe, enfin c'est un groupe autogéré, moi je n'organise pas le groupe, mais il se trouve que les 7 dirigeants qui font partie du groupe et qui ont construit leur groupe et que j'anime. Bonjour Laurence. Les 7 dirigeants qui ont construit ce groupe et que j'anime sont tous des dirigeants d'entreprises libérées. Donc, du coup, il y a une part de moi qui baigne là-dedans encore plus. Donc voilà. Sinon, peut-être dire j'ai 60 ans, j'ai 3 enfants, plutôt grands, et j'ai 4 petites filles. Voilà, et puis évidemment, je suis ravi d'être invité par la SF Coach, dont je fais partie, où je suis plus très actif, disons les choses, comme j'ai été un des pionniers, un des premiers avec Francine Lang et plein d'autres personnes. On a un peu passé le relais, n'est-ce pas, à des gens plus jeunes, n'est-ce pas? Voilà, je suis pas très actif, mais je suis toujours adhérent. Je suis toujours là, titulaire, etc. Voilà, ça va comme ça? Alors, peut-être on va d'abord faire un sondage. Vous êtes prêts pour les sondages? D'accord? Je rappelle que les sondages sont truqués. Alors, qui ne connaît pas du tout le principe de l'entreprise libérée? Ah, super. Donc, qui connaît très bien? Super. Ouais. Qui connaît moyennement? Ok, ça donne un peu la courbe de Gauss, n'est-ce pas? Alors, qui intervient est déjà intervenu, ça peut être très modeste, je peux avoir fait une action, mais dans l'entreprise libérée. Je n'ai peut-être pas conduit l'ensemble de la démarche, mais j'ai fait quelque chose, même modeste, dans une entreprise dite libérée. Qui? Levez la main. Michel, votre prénom? Sylvie. Ok. Qui a envie de le faire? Ok, super. Ben voilà. Alors, tout ce que je vais dire ce soir, vous le savez déjà, mais je l'ai remis en ordre. Voilà, c'est juste ce que j'ai fait, c'est remettre en ordre, puisque vous savez que le principe de l'entreprise libérée ou libérante, c'est qu'il n'y a pas de démarche, tout est sur mesure. Simplement, il faut un ensemble d'actions, un ensemble de démarches, un ensemble d'outils, un ensemble de valeurs qui vont accompagner ce processus sur mesure. Ça va ? Donc la première partie, je vais plutôt dérouler, et puis après on prend un temps questions-réponses. Ça vous va ? Alors déjà, revenir à 2-3 fondamentaux. Qu'est-ce qui est libéré ? D'accord ? Alors, c'est vrai qu'on peut parler d'entreprise libérée. Le terme qui vient, c'est plutôt l'entreprise libérante, mais ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Alors évidemment, on croit que c'est l'entreprise qui est libérée, n'est-ce pas ? C'est l'énergie, la parole, la communication, la responsabilité, l'initiative, l'innovation, la créativité, la prise de décision, etc. C'est ça qui est libéré. C'est comment créer un espace, comment créer une forme où tout ça est possible, où tout ça peut circuler. D'accord ? Ça va ? Ça vous paraît clair ? Alors, bien sûr, l'enjeu, c'est l'intelligence collective. J'imagine que vous êtes familier maintenant avec la dynamique de l'intelligence collective. Et ce qui est important, si on revient à l'intelligence collective, ce qui est en amont de l'entreprise libérée, c'est que ça existe depuis très longtemps. Et chacun ici a été amené à faire quelque chose. Bonjour, bienvenue. Chacun a certainement été amené à conduire une démarche, animer un processus, faire un peu de co-développement, un World Café, un open space, une prise de décision sociocratique, etc. Je fais cette hypothèse-là.
pouvez lever la main pour savoir si cette hypothèse est juste? Eh ben voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la logique tachiste. C'est-à-dire qu'il se passe des choses partout, à plein d'endroits, qui certes peuvent apparaître modestes, mais qui concourent à la même chose. D'accord ? Et donc, quand on fait cela ou plein d'autres choses, nous concourons à libérer l'énergie, la communication, expérimenter les formes de prise de décision, etc. Nous concourons à cela. C'est du même ordre. Ce sont des petites actions, mais qui concourent à la même chose. Et spécifiquement, l'entreprise dite libérée, c'est qu'elle franchit le pas de construire l'ensemble des actions absolument en cohérence. Et pas juste modestement, etc., à cet endroit-là, parce que ça vient résonner, ça vient se frotter à toutes les limites du système, qui, une fois qu'on a décidé de façon collective, on va se rendre compte qu'à certains moments, ça ne décide pas du tout de la façon collective. Je continue. Alors, très important, quand on parle de l'entreprise libérée, donc, entreprise libérée, nous sommes actuellement dans la 3e génération. Ok, je vous refais une synthèse. Première génération, inconnue, marginale, discrète, tâchiste. C'est quoi la logique tâchiste? Je vous ai dit 2-3 mots, ça vient de tâches, les petites tâches. Alors chacun fait un petit truc dans son coin, sans savoir que d'autres le font à l'autre bout du monde. Mais ça a du sens. Là où on est, en Picardie, dans une coop, aux États-Unis, si on prend ProBionov, ils sont à Aurillac, voilà, là où je suis, je fais ma vie en se posant des questions de comment on peut faire mieux, comment on peut s'organiser différemment, etc., etc. Et puis un jour est arrivé Isaac Gates, qui a théorisé le phénomène. Il a commencé à prendre un certain nombre d'entreprises dans le monde entier, quelques dizaines, il les a observées, il a sorti le bouquin Liberté et compagnie, Freedom and Co., qui a été traduit par Liberté et compagnie, d'accord, une petite ambiguïté, mais ce n'est pas l'enjeu. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, mais oui, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée? Et les gens ont été les visiter, Favi, je ne sais pas à combien ils en sont, à 2000 visites déjà, enfin, bref, le monde, et notamment le monde des organisations, a commencé à regarder ce qui se passait. Certains ont dit que c'est un effet de mode. Je vous rassure tout de suite, ça n'existe pas dans nos métiers. Le coaching, un effet de mode, ça n'existe pas. Le co-développement, un effet de mode, ça n'existe pas. L'entreprise libérée, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la logique du bambou chinois. C'est quoi le bambou chinois? Vous connaissez peut-être cette variété de bambou où vous plantez, d'accord? Vous plantez, et puis pendant des semaines et des semaines, il ne se passe rien. Vous arrosez, et il ne se passe rien. D'accord? C'est-à-dire que les racines, le bambou fait d'abord ses racines très profondes, okay, et ensuite, à un moment donné, il dit, bon, bah, c'est bon, on va commencer à sortir. Et là, quand il sort, hop, 1 mètre par semaine. Et ça y va. Et au bout de quelques semaines, ça fait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, etc. C'est ça le principe du bambou chinois. C'est-à-dire que les besoins sont universels, le vécu est le même un peu partout, les questionnements sont très proches, et donc, voilà, il ne se passe rien à l'échelle de ce qui est visible. Et tout d'un coup, on entend parler de co-développement partout. Co-développement, si on avait interrogé ce qu'on appelle les tendances lourdes, il y a 20 ou 25 ans, il y avait plein de personnes, dont moi, qui disaient, de toute façon, les managers, ils ont besoin de travailler entre eux. Pas à monter. Ils ont besoin de faire des groupes de pairs. Et pas seulement d'être enseignés par des formateurs, ce que j'étais à l'époque, mais faire ensemble. Et donc, de toute façon, le sens de l'histoire, c'est que les managers, dans les organisations, une fois qu'ils ont été formés, vont travailler entre eux pour s'aider. Et donc, il se trouve que ça a été formalisé de façon très efficace par le co-développement. Et les entreprises ont dit, chouette, ça nous a sécurisé, ça nous donne un outil qui est très, très bien construit, et donc on va le mettre en œuvre. Et donc, ça se diffuse, et à ce moment, on dit, bah, c'est la mode du co-développement. Pas du tout. Ce n'est pas le mot adapté. D'accord ? Ça va, ça vous paraît clair? Et donc, dans nos métiers, il n'y a pas de mode. L'effet de mode n'est pas un concept. Ça vous paraît clair? Donc, Isaac Gates parle de ça, et aujourd'hui, 3e génération, d'accord,
Et il en parle dans son dernier bouquin que j'ai amené, qui s'appelle Les leaders libérateurs. D'accord ? C'est le dernier de sortir. Et donc il en parle en disant, nous sommes dans les entreprises libérées de 3e génération. Et c'est quoi les entreprises libérées de 3e génération ? C'est aujourd'hui, si un responsable dit « mais moi j'aimerais bien avancer un peu dans le processus de libération », ben là il n'est plus tout seul. Il y a des réseaux, il y a des gens qui font ça, il y a des entreprises, il peut aller en visiter plein. Il y a des clubs patronaux, CJD, APM, EVH et plein d'autres qui s'y intéressent. EM Lyon, des écoles de coaching aussi. En bref, il y a plein d'endroits où la personne, juste ce responsable, peut rencontrer du soutien. Et s'il commence à mettre en œuvre la démarche, alors, hop, il peut faire partie d'un groupe de pairs, de dirigeants qui mettent en place le processus de libération. Vous comprenez le truc ? Donc c'est complètement autre chose. On a basculé dans complètement autre chose. D'accord ? Alors, quelques leviers forts. Après, on reconnaît une entreprise dite libérée. C'est plutôt, il y a des leviers qui sont amenés. D'accord ? Alors, le premier levier, c'est la prise de décision. C'est-à-dire qu'on est dans le principe de l'empowerment, on est dans le principe de la subsidiarité, quelque chose qui est très ancien, donc, qui dit que la décision doit être prise le plus près possible du terrain. La pyramide inversée, le Carlson, 1970. Oui, c'est intéressant. Ces concepts-là, ça vient de loin. Le management participatif, c'est les années 70. Ça vient de loin. Et ça parle de la même chose. Ça parle de la même chose. C'est pas juste un outil, puis après un autre outil, puis après un autre outil. Ce sont des courants. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les organisations vivent des processus de transformation qui viennent de loin et qui ne sont pas les mêmes dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 et en 2018. Ce ne sont pas les mêmes processus. Mais l'intention est toujours la même. Le sens est toujours le même. Comment assurer de la pérennité ? Comment nous transformer ? Comment faire face aux réalités du monde ? C'est toujours pareil. Mais les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça vous paraît clair ? Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc la prise de décision. Comment sont prises les décisions ? Le plus près possible. Qui est-ce qui disait ça ? Je vois, je fais. Dans quelle entreprise ils disent ça ? C'est pas Gore ? Non. Je vois, je fais. Ça n'a pas d'importance. Mais vous comprenez l'idée ? Je vois, je fais. Celui qui voit, il fait. C'est pas je vois, je fais. Alors, bien sûr, va se jouer la gouvernance, c'est-à-dire comment nous sommes managés, comment les décisions se prennent à des hauts niveaux, quel est le rôle des dirigeants, quel est le rôle des codires, quel est le rôle des managers, etc. Et là, je peux vous dire, c'est l'autonomie. D'accord ? Donc ça, c'est une particularité, c'est que dans les entreprises dites libérées, les niveaux hiérarchiques sont aplatis, d'accord ? On est plutôt dans l'horizontalité que la verticalité. Et évidemment, le tsunami, il est pour les managers, qui doivent se reconfigurer leur rôle, reconfigurer leur posture, leur positionnement, etc. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, la séparation se fait. Et très important, j'ai pu observer aussi que l'information n'est pas un enjeu de pouvoir. Ça, pareil, c'est la révolution. À partir du moment où vous décidez d'être transparent, là, on ne peut plus vivre la même aventure. C'est plus le même film. Vous voyez, vous sentez le truc ? C'est-à-dire que si nous considérons que l'information est un élément du pouvoir, alors je vais plutôt faire de la rétention d'informations, même non consciente, parce que tout le monde est pour la transparence, si vous interrogez les gens. Simplement, à un moment donné, si vous entrez vraiment dans la transparence, et on met les comptes de l'entreprise sur la table, et tout le monde y a accès en un clic, d'accord ? Là, il se passe plein d'autres choses. Et on change le monde. Ça vous paraît clair ? Okay. Donc voilà, par exemple, des leviers forts. Et donc, très important, chaque fois qu'une action est conduite par un coach, un consultant, un formateur, un accompagnateur, un médiateur, peu importe, qui parle de ces trois choses-là, ou d'une de ces trois choses-là, on met le doigt dans le truc. Sentez ? Et ça va commencer à résonner. Ça va commencer à poser des questions à plein d'autres niveaux. Alors, bien sûr, on revient à la finalité. À quoi ça sert tout ça ? Eh bien, d'abord, c'est une réponse à la complexité. C'est bête, je crois que tout le monde sait à peu près cela. Mais revenons à l'origine. C'est-à-dire le monde, on passe du monde du compliqué au monde du complexe.
Alors, quelle réponse? Et une des réponses, c'est l'intelligence collective. Une des réponses à la complexité, c'est l'intelligence collective. Un homme seul ne peut pas appréhender le réel. Ce n'est pas possible. Et donc, si un homme seul ne peut pas appréhender le réel, et ne peut pas avoir les options et les solutions à ce qui se présente, alors on va commencer à travailler ensemble, à décider ensemble, à regarder la réalité ensemble. Je vous sens bien plombé. Et bien sûr, le deuxième point, très important, c'est la sortie de la culture taylorienne. Alors là, ça a commencé, pareil, dans les années 70, assez modeste. Donc, tout le monde est familier avec la culture taylorienne, je pense, donc tu suis. On voit à peu près le modèle. Donc, avec le cloisonnement notamment. La particularité, c'est le cloisonnement de la culture taylorienne. Les strates, etc. Donc, ça a commencé dans les années 70, très modestement. Et, très important, il faut voir le film avant la photo. C'est-à-dire que, comme c'est un changement de type, même pas 2, mais 3 ou 4, donc on en a encore pour entre 30 et 50 ans. Sauf que les phénomènes s'accélèrent. Les rythmes s'accélèrent. C'est-à-dire que là où avant il fallait 20 ans, aujourd'hui il faut 10 ans. Là où il fallait 10 ans, il faut 5 ans. Là où il faut 5 ans, il faut 1 an. Vous voyez, les rythmes s'accélèrent. Pourquoi? Parce que le cadre est de plus en plus dur à contenir. Et l'ensemble, c'est un peu les murs, ça tombe un peu de partout et vous sentez le truc où il faut rattraper un peu là. Ah, c'est là que ça s'écroule. Mon service DRH, je ne sais plus à quoi il sert. Ah, puis alors les managers, ils n'arrivent plus. Puis les gens veulent décider. Puis il y a de l'absentéisme, ils partent tous. Ah merde, il y a la moitié en burn-out. Il faut vite faire du burn-out. Alors vous voyez, c'est un peu comme si on bouchait les murs qui sont en train de s'effriter, voire de s'écrouler. Et là, c'est pour accompagner les dirigeants depuis plus de 25 ans. Je peux vous dire que la vie est plutôt très dure pour eux en ce moment. Et beaucoup, on ne sait même pas comment faire. Donc, si vous fantasmez que les dirigeants savent tout et ont toutes les réponses, je peux vous dire, n'est-ce pas, hein? Je crois que tu partages cela. C'est exactement le contraire qui se passe, d'où la solitude profonde des dirigeants. Et je partage avec vous que je suis rentré dans le coaching, parce que quand dans les années 90, comme j'ai expliqué, j'étais dirigeant de Scope dans la photogravure, et la photogravure a été laminée en 3 ans, hein, donc ça a tout disparu, donc on a été laminé comme tout le monde, et Scope ou pas Scope d'ailleurs. Et puis en 91, j'essaye de trouver un projet, de construire mon projet, puis ça commence à se dessiner. Je sens bien que je vais former, accompagner, conseiller les dirigeants de PME, c'était ma famille, et c'est là que je rencontre Lennart, dans un congrès, et je lui parle de mon projet, et il me dit, mais tu vois, moi je peux faire quelque chose qui t'intéresse, ça s'appelle du coaching. Je ne savais même pas ce que c'était, donc... Et plus il m'expliquait, et plus j'étais ému. Pourquoi? Parce que plus je l'entendais parler, et plus je sentais que c'était ça dont j'aurais eu besoin en tant que dirigeant. Parce que ça répondait à ce que j'avais vécu dans Scope, dans une Scope. Hein. Donc vous voyez le paradoxe, donc c'est pas une Scope, c'est profonde solitude. Alors que c'est coopératif, c'est même pas mon entreprise, c'est notre entreprise, et je ressens en tant que dirigeant de Scope un profond sentiment de solitude. Donc je me suis dit, si moi je ressens cela, et que j'aurais eu besoin d'un coach, alors je fais l'hypothèse que les dirigeants en ont besoin aussi. Et ça s'est tout le temps confirmé. Tout le temps. Jamais il y a eu de creux, de choses comme ça, de dire, ça y est, les dirigeants, ils sont plus seuls, etc. Plus ça va, plus ils sont seuls. Et plus les équipes, les codires, sont seuls aussi. C'est un paradoxe. Plus la pression est sur eux, et plus moins ils ont les réponses. Ça va, ça vous paraît clair? Donc, la sortie de la culture taylorienne. Alors, quelques éléments sur la complexité, quelques repères. Donc, il y a les marqueurs, donc l'incertitude. Vous voyez, déjà, là où il y a l'incertitude, il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que l'entreprise libérée va nourrir, par rapport à l'incertitude, ce qu'on appelle la joie de la création. Puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, inventons-le, créons-le, mais n'attendons pas de nos dirigeants qui n'en savent pas plus que nous, quelque chose de miraculeux. Ok, ça veut dire que c'est l'infini des possibles. C'est quand même plus stimulant que d'attendre que le tsunami arrive. Sentez le truc. Deuxième marqueur, l'incomplétude. On ne peut pas appréhender l'ensemble du réel. Si vous voulez tout comprendre, le temps que vous compreniez tout, hop, le train est passé. Et on est déjà dans une autre réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans une dimension, si j'étais formé, formaté,
dans un logiciel où je dois tout comprendre, c'est extrêmement dur de lâcher prise par rapport à ne pas tout comprendre. Donc c'est là où l'entreprise libérée va être extrêmement nourrissante, c'est que, ok, tu ne peux pas tout comprendre, mais lance-toi, fais des expériences. Et une des valeurs de l'entreprise dite libérée ou libérante, c'est essai, erreur, ajustement. Ça devient une valeur, c'est même pas un processus. C'est même pas quelque chose qui serait bien si. Ça devient une valeur. Et c'est une des valeurs de Gore, par exemple. Oui, Gore-Tex, pour ceux qui ne connaissent pas. Essai, fais. Plus tu fais d'erreurs, plus c'est bon pour l'entreprise. Oui. Or, dans l'entreprise salariale, c'est exactement le contraire, où le droit à l'erreur n'est pas permis. Vous sentez combien on commence à changer de modèle? Combien on change de monde? Il y a des gens qui disent, mais fais des erreurs. Tu n'as pas fait assez d'erreurs. Oui, mais fais des erreurs. Plus tu feras des erreurs, plus ça sera bon pour l'entreprise. Plus tu expérimenteras des choses nouvelles, plus tu créeras des choses nouvelles. Et c'est bon pour l'entreprise. C'est ça qu'on veut, que tu crées des choses nouvelles. Bon, d'accord, super, parce que je ne m'avais pas parlé comme ça. Sentez le logiciel qui commence à... Et enfin, le troisième marqueur, c'est l'impermanence. Nous créons quelque chose, en un mois, c'est fini. Hop, on passe à un autre produit. Hop, on passe à un autre mode d'organisation. Hop, il se passe un événement qui, etc. Alors, comment on fait par rapport à l'impermanence, n'est-ce pas? Et donc, c'est la liberté du renouveau. Pourquoi? Parce que vous savez bien, on le verra par rapport à MacGregor, vous comprenez bien que, et Gates en parle très bien, il dit, fondamentalement, l'être humain aspire à ne pas être contrôlé, aspire à créer, aspire à l'autonomie et la responsabilité. Même s'il ne le dit pas aujourd'hui, même s'il ne sait pas faire, il aspire à cela. Donc, plus on va nourrir les aspirations des êtres humains, mieux ça va se passer. Or, l'être humain, il a besoin de créer. Il a besoin de changer. Et c'est pas vrai que les gens sont contre le changement. C'est pas vrai du tout. Ils sont contre le fait qu'on veuille les changer. C'est pas la même chose. Mais qui ici n'a pas fait d'expérience de changement? Et plutôt d'expérience positive? Mais plus je crée, plus je suis en charge de ma vie, plus je suis en charge de mes projets, plus je suis en charge de la réponse que je vais apporter au monde, plus ça va être fort. Plus on va me dire ce qu'il faut faire, moins ça va être fort. C'est ça qui se joue fondamentalement. C'est de nourrir ses aspirations. C'est même pas les besoins, c'est des aspirations. Ça va, ça vous paraît clair? Alors, un petit coucou à ami Edgar Morin, qui était à Lyon il n'y a pas longtemps. J'espère que vous avez tous été à sa conférence. Donc, Edgar Morin, bon, qui a travaillé largement, qui a contribué largement aux sciences de la complexité, n'est-ce pas? Et donc lui, très simple, il dit, devant la complexité, 3 réponses. Du sens, du sens, du sens, du sens, du sens et du sens. Voilà. De l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie et de l'autonomie. Et de la simplicité, de la simplicité, de la simplicité. Déjà, si on fait ces 3 choses-là, ça va mieux se passer. Oui. Mais si à chaque fois qu'il y a un problème, on crée une procédure, hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe ou une erreur qui est commise dans l'entreprise, l'équipe dirigeante dit, bon, bah attendez, hein, je sais ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'erreur, il faut faire remonter à la voie hiérarchie. Oui. Et bien on fabrique du compliqué. Et c'est ce que dit, comment il s'appelle le dirigeant de Chronoflex? C'est Legrand, c'est ça? Je crois que c'est Legrand. Ça n'a pas d'importance. Alors, si vous allez voir sa vidéo sur YouTube, très intéressant. Alors, il a un langage un peu imagé. Donc, on n'est pas obligé de soutenir ce langage, mais quand même de comprendre l'idée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans toute entreprise, il y a 3% de couillons. Bon, c'est pas ma vision du monde, mais il parle un peu comme ça. Dans la vision du monde, il dit qu'il y a des princes et des princesses, et des crapauds et des grenouilles, n'est-ce pas? Et que chacun peut stimuler son énergie de prince ou princesse, ou crapaud ou grenouille. Chacun est libre. Donc c'est plutôt des énergies plus de des personnes. Santé. Mais il le dit comme ça, vous allez comprendre pour lui.
Il dit, il y a 3%, je me suis aperçu que dans mon entreprise, Chronoflex, il y avait 3% de couillons. Voilà. Couillons, ça veut dire des gens qui ne veulent pas bosser. Enfin bon, il y met tous les dimensions négatives, péjoratives, qui lui appartiennent et que je ne soutiens pas. Mais c'est l'idée. Et je me suis aperçu que pendant des années, je manageais pour ces 3%. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent travailler, je les contrôlais, beaucoup plus. Quand il y avait un problème, je faisais une procédure de plus, etc., etc. Donc, fondamentalement, j'ai créé une usine à gaz, et surtout, je pénalisais les 97 autres pourcents qui, eux, n'étaient pas dans cette énergie-là. Donc, en gros, je tirais les balles dans les pieds de l'ensemble de l'entreprise. Et en permanence, juste parce que je travaillais pour éviter les erreurs, éviter faire plus de contrôle, pousser les gens à travailler, etc., etc. Vous comprenez l'idée? Et donc notre ami Morin dit surtout pas. Alors, après il y a des portes d'entrée fortes. Donc je me suis aperçu qu'il y en avait 3. Et ça peut se combiner. Hein. Alors, voilà, première, assurer la pérennité et développer la performance. Vous voyez, c'est pas révolutionnaire. Hein. D'accord? Donc, Favy, quand Zobris, quand il raconte son histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi, je me suis aperçu que le contrôle, ça coûtait très cher. Et qu'on était dans le monde automobile. Et le monde automobile, les coûts sont extrêmement tirés vers le bas. Et que de toute façon, plus on contrôlait, plus la qualité baissait. Plus la qualité baissait, plus il fallait contrôler. Et à un moment donné, ça coûtait de plus en plus cher. Et qui m'a dit, ça c'est plus possible. Donc on va commencer par supprimer le contrôle. Et là évidemment, vous sentez bien la révolution que ça génère. Mais c'est pas possible. Vous êtes dans le milieu automobile où les niveaux de qualité doivent être au maximum, d'accord, en tant que sous-traitant. Si vous lâchez le contrôle, vous lâchez la démarche qualité. Si vous lâchez la démarche qualité, c'est mort. C'est-à-dire vos clients vont vous quitter. Et c'est évidemment l'inverse, puisqu'il enlève le contrôle extérieur, ce qu'on appelle exogène, pour entrer dans un contrôle intérieur, endogène. C'est-à-dire c'est l'autocontrôle pour faire quoi. 20% ça lui coûte. Des valeurs humanistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes, des dirigeants, des équipes, qui veulent mettre en œuvre leurs valeurs, tout simplement. Et c'est pas possible. C'est pas possible de traiter les hommes comme ça. Nous faisons l'hypothèse, et on va le voir rapidement avec MacGregor, nous faisons l'hypothèse que, que c'est pas possible, quoi. L'homme n'est pas un objet de production. L'homme n'est pas un objet qu'il faut contrôler. C'est pas possible de vivre nos valeurs. J'ai pas cette représentation dans l'homme. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le ça suffit. Et ça suffit, et c'est Gore qui m'y a fait penser, donc... pour la petite histoire, tout le monde connaît l'histoire de Will Gore, non? Donc Gore, c'est connu sur Gore-Tex, mais en fait le groupe c'est Gore. Gore-Tex, c'est la marque des tissus, des vêtements sportifs. Mais il y a plein d'activités chez Gore. Et donc, Gore, il travaille chez Dupont de Nemours, et il a plein de projets, et à chaque fois qu'il a un projet un peu innovant, on lui dit, ben c'est pas possible. Parce que la stratégie, parce que la procédure, parce que la voie hiérarchique, parce que en gros, c'est jamais possible. Et donc à 45 ans, il quitte tout, et tout le monde lui dit, mais c'est complètement fou de quitter Dupont de Nemours. On ne quitte pas Dupont de Nemours comme ça, Dupont de Nemours, c'est un cadre, quoi. On ne peut pas quitter Dupont de Nemours. Et il fait l'histoire un peu comme les histoires un peu connues, du style, il fait avec sa femme dans son garage. Mais au-delà, parce que l'histoire qu'il fait avec sa femme dans son garage, c'est surtout l'histoire que c'est du ça suffit. C'est-à-dire que j'en ai marre à 45 ans qu'on me dise toujours non, non, non par rapport à des projets innovants. J'en ai ras-le-bol. Donc, je vais créer une entreprise modeste, parce que Gore, aujourd'hui, c'est les 3 milliards de chiffre d'affaires, mais ça n'a pas toujours été ça. C'était très modeste au départ. Et c'est une start-up au fond au départ. Et il dit, la première valeur, c'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de décider. Vous sentez le truc? On ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre une décision. S'il pense que c'est une bonne décision, qu'il la prenne. Évidemment, c'était un fou à l'époque. Mais il a construit, entre autres, avec des valeurs d'équité, etc., mais il a construit son entreprise autour de ça suffit. Quelle perte d'énergie, quelle perte de créativité,
quelle perte de qualité de service pour nos clients. Les idées, il y en a plein, et par tout le monde. Et à chaque fois, il y a des gens qui nous expliquent comment c'est pas possible. Ça, c'est un client qui appelle en disant si, c'est possible. Ça va, vous comprenez? Donc, des fois, ça se combine. Mais je trouve que c'est intéressant. Et si vous avez l'occasion d'aller écouter l'histoire de Gore, il raconte très souvent cette histoire de la secrétaire qui voulait à Shanghai. D'accord? Voulait à Shanghai. Et un jour, elle dit il y a un congrès à Shanghai, et j'ai vraiment envie d'aller à ce congrès-là. C'est intéressant, il se passe des innovations à Shanghai, et donc je vais aller à Shanghai. Quand vous prenez une décision chez Gore, personne ne peut vous empêcher de la prendre. Hein. C'est inscrit pas dans les statuts, mais dans l'ADN de Gore. Par contre, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est de jamais dépasser ce qu'ils appellent la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ce qui est bon pour l'entreprise. La pérennité de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est la ligne de flottaison. Vous ne pouvez pas faire quelque chose par vous-même qui abîme la notoriété de l'entreprise. Ouais, ils ont des repères. Et surtout, vous avez l'obligation d'en parler à plein de personnes, toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Vous avez l'obligation d'en parler. Par contre, vous devez décider seul. Par contre, si vous n'en parlez pas aux personnes concernées par votre décision, là, vous êtes viré du jour au lendemain. Mais si vous prenez n'importe quelle décision alors que vous en avez parlé, personne ne vous dira rien. Ça fait partie de l'ADN. Vous imaginez dans quelqu'un qui est un peu dans une structure pyramidale, où les procédures sont majeures, où il faut toujours passer par la voie hiérarchique pour... vous imaginez le choc du logiciel que ça procure? C'est impossible. Seulement, pourquoi vous croyez que Gore aujourd'hui est une des entreprises les plus florissantes? C'est pas un miraculeux non plus. Donc voilà, les 3 portes d'entrée fortes. Ça va? Alors, un petit coup d'œil, parce que tout commence toujours avec MacGregor. C'est ça qui est intéressant. MacGregor, années 60, je rappelle. Donc, si on regarde les repères, vous avez Maslow, vous voyez à peu près. Et après, on passe à MacGregor. Oh, mais c'est vieux tout ça. Mais ce qui est vrai n'est pas nouveau, ce qui est nouveau n'est pas vrai. D'accord? Ce qui est vrai n'est pas nouveau. Parce que derrière, il y a une anthropologie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, il y a une anthropologie, ça veut dire il y a un regard sur l'être humain. Et tout démarre là. Quel est mon regard sur l'être humain? Est-ce que je pense que l'homme est fait pour le travail? Ou est-ce que je pense que l'homme n'est pas fait pour le travail? Oui. Est-ce que je pense qu'on peut le faire confiance à l'homme ou qu'on ne peut pas lui faire confiance? Parce que si l'homme n'est pas fait pour le travail, alors il faut le commander, le contrôler. Parce qu'il n'est pas fait. Ça devient non plus une personne, mais un objet de production. Et la motivation est exogène. C'est-à-dire que c'est le chef, la hiérarchie, les primes, la carotte, le bâton, qui va créer de la motivation. C'est normal, puisque l'homme ne veut pas travailler. Vous comprenez? Donc il faut bien le contrôler. Et vous sentez combien, tout en haut, dans le logiciel, il y a une anthropologie. D'où l'idée d'interroger les leaders sur leur anthropologie managériale. Quelle est leur vision du management? Quelle est leur vision de l'homme? Quand on parle d'une vision humaniste, ça parle de ça. C'est-à-dire le regard sur l'homme change. Et donc on va passer à la théorie grecque. L'homme est fait pour le travail, ça le construit, et ça construit du sens. Pour lui et pour l'entreprise. Et profondément, il aspire à la liberté. Et donc à la responsabilité. Profondément. C'est ça que dit MacGregor. Vous voyez combien ça vient nous chercher dans nos présentations. Et tout en amont, il va falloir travailler là-dessus. Quand je dis nous coachs, mais en principe les coachs, ils ont déjà un peu travaillé là-dessus, parce que c'est le principe du coaching. D'accord? S'appuyer sur les ressources, s'appuyer sur ce qui est positif. L'homme est capable de résoudre ses propres problèmes, etc. Et de s'automotiver. Donc, si l'homme est fait pour le travail, ce qu'il a besoin, c'est d'autonomie et de vision partagée. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, d'accord? Donc par la subsidiarité. Il c'est d'abord une personne, donc un sujet en croissance, avant d'être un objet de production, d'accord? Et le contrôle et la motivation sont endogènes. L'homme n'a pas besoin qu'on le contrôle, il se contrôle tout seul. Sous réserve que ça ait du sens, et sous réserve qu'il sache quel est le terrain de jeu. Et
Si ça c'est clair, alors c'est plus facile. Il n'y a pas besoin de le contrôler. Ça va? Enfin, ça, vous le saviez, j'imagine. Hein, c'est pas un scoop. Mais vous sentez le truc. Parce que fondamentalement aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma conférence, c'est quand même le rôle du coach. D'accord? Alors, je fais les préliminaires, tout ça. Mais en même temps que je dis ça, je vous donne les clés en tant que coach. Vous captez cela? D'accord? Vous captez qu'on ne peut pas juste dire on fait de l'intelligence collective ou bien on va prendre une décision de façon sociocratique. Il y a tout ça derrière. Il va falloir avoir de la clarté sur le logiciel, avoir de la clarté sur les paradigmes. Parce que sinon nous allons être emportés nous-mêmes par notre propre vision du monde. Et qui peut être par exemple la théorie X. Et donc renforcer les problématiques de la théorie X par rapport à la théorie Y. Au moment où on est là, est-ce que ça va pour vous? C'est clair? Donc si c'est clair pour vous, vous êtes d'accord pour lever la main? Si c'est clair, clair. Ok. Si c'est moyennement clair? Si c'est pas clair du tout? Très bien. Donc, là où on en est, ça a l'air d'être clair pour vous. Ben, vous êtes bien les seuls. Alors, quelques conditions de réussite. J'imagine que ça vous intéresse parce que en tant que coach, d'accord, si vous avez à accompagner les processus d'intelligence collective, donc d'entreprise dite libérée ou libérante, eh bien c'est bien de conditions de réussite. Sachant qu'en tant que coach, team builder, etc., vous pouvez déjà conduire des actions qu'on appelle ponctuelles, soutenantes. Vous n'êtes pas au cœur de l'accompagnement de l'ensemble de l'entreprise, ou de l'organisation, etc., mais vous êtes une des multiples ressources que l'entreprise utilise, et pour les managers, pour des équipes, pour faire des formations, etc. Mais c'est important de savoir si vous êtes dans un contexte d'entreprise dite libérée ou pas. Parce que ça vous repositionne. Vous ne pouvez pas dire, je faisais une formation management, j'ai déjà mon PowerPoint, je fais la même chose sans me soucier. Ah, c'est pas vraiment ajusté. D'accord? Donc il faut avoir un peu ce qu'on appelle le mapping. Alors, évidemment, la première condition de réussite, c'est qu'il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche. Donc, il n'y a pas de truc structuré qui dit faut faire 1, 2, 3, 4, 5 en 12 points. Or, c'est exactement ce qu'on va vous demander. Est-ce que vous avez une démarche un peu structurée pour nous accompagner dans le processus de libération? Si vous dites répondez oui, c'est mort. Pourquoi? Parce que c'est paradoxal. C'est-à-dire vous amenez une démarche alors que fondamentalement, c'est du sur-mesure et encore du sur-mesure. Donc, il va falloir construire du sur-mesure. Il va falloir regarder où les gens en sont. Et un petit pas, c'est OK. D'accord? Et surtout, on va le voir, ça prend du temps. D'accord? Donc, sur-mesure et sur-mesure. Alors, la deuxième condition, je développerai tout à l'heure, un leader engagé et exemplaire. Je peux vous dire, s'il n'y a pas ça, c'est mort. C'est même pas la peine d'y aller. Alors, du sens et une vision inspirante, puisque Gates appelle la vision rêve, nous appelons la vision inspirante. Cela prend du temps et c'est un continuum. Hein, c'est pas, allez, l'année va être calme, pendant cette année, en 2018, on va faire un peu d'entreprise libérée. Puis après, on pourra donner un petit peu l'accélérateur, on arrêtera tout ça, hein, et puis on prendra. D'accord? C'est un continuum. Un être humain n'arrête jamais de grandir. Hein. Dites pas à un adolescent, écoute, arrête de grandir, puis tu fais une pause, et puis il va à 25 ans, tu reprends ta croissance. Hein. Alors, des erreurs et des ajustements, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'engagement paradoxal du codir et des managers. Pourquoi paradoxal? Parce que vous comprenez bien que dans certaines situations, il s'agit d'œuvrer à sa disparition. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui œuvrent à leur disparition, à part quelques DRH. Oui. Et fondamentalement, c'est ça qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, hein. Ça veut dire qu'il va falloir reconfigurer les choses. Et c'est intéressant ce que dit Stanislas Dejoncker. Allez voir la vidéo. Hein. Sur notre site, on a mis quelques vidéos aussi. Mais allez en voir. Hein. Sur YouTube, il y en a des centaines. Donc. Et lisez ses bouquins, etc. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs Stanislas, moi je l'ai rencontré grâce à la SF Coach. C'était il y a 1 an à Paris, où il faisait une conférence. Hein. C'était il y a 1 an, je ne me trompe pas. Ou 1 an et demi. D'accord. Et donc, Probionov, donc Aurillac et Clermont-Ferrand, comment on appelle ça, des produits, des compléments alimentaires, vitaminiers, etc., plutôt de bonne qualité.
Et donc, il nous racontait l'histoire de son entreprise numérique qui avait commencé il y a 3 à 5 ans, et puis qui allait évidemment se poursuivre. Et il expliquait pourquoi la moitié de son codir avait démissionné. Est-ce que vous avez une idée pourquoi la moitié du codir démissionne à Clermont-Ferrand et à Aurillac? Parce qu'ils n'ont pas été programmés pour ça. Ils n'ont pas été programmés pour cela. C'est-à-dire, il disait, ben voilà. Alors évidemment, on reconfigurait les noms, tu es animateur financier, tu es soutien RH, il n'y a plus de directeur. Donc chacun, parce que les titres changent, d'accord, lui-même est animateur de l'entreprise, il n'est plus dirigeant de l'entreprise. Il disait, vous imaginez dans les dîners en ville, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Ben, je travaille à ProBionob, super, et vous faites quoi à ProBionob? Je suis animateur financier. Ouais. Et donc, c'est pas possible. Elle expliquait que c'était pas possible. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été programmés pour ça. C'est-à-dire qu'ils se sont formés pendant des années, ils ont passé des concours, on leur a dit tout le temps, à un moment donné, vous serez dirigeant, directeur, vous allez être dans le codir, le Graal du Graal. Alors, vous aurez la voiture, le bureau, les secrétaires, le staff et tout ça, le salaire, les avantages, les stock options. Et à un moment donné, vous êtes dans le Graal du Graal, et voilà, votre carrière est sur les bons rails. Et vous pouvez dire dans les dîners en ville, c'est le directeur financier du groupe Michelin. C'est quand même pas rien. Vous voyez, il y a des problèmes avec ça. Et tout d'un coup, on leur dit, vous allez être animateur. Et ça ne va pas. Et il raconte cette anecdote encore plus parlante. Écoutez bien, hein, plus parlante. Il dit, sa femme est avocate, donc il dit, un jour, je viens voir ma femme, et on discute. Ça, je dis, bah, comment ça va, les projets, tout ça. Il me dit, écoute, j'ai un projet, j'aimerais bien prendre 1 année ou 2 sabbatique, m'occuper des enfants, souffler un peu, regarder comment je reconfigure mon métier. Il dit, mais c'est fantastique, bah, allez, vas-y, c'est génial, quoi. Et il dit, non, je peux pas, parce que comme ton poste est vraiment incertain, et ton métier et ton entreprise, on ne sait pas comment elle va se développer, elle va continuer. Donc il y a trop d'incertitudes, c'est moi qui assure la sécurité du ménage. Ce qui est totalement faux. Hein. C'est totalement faux, c'est-à-dire que l'entreprise va très bien, lui, il gagne bien sa vie, et il n'y a pas d'incertitude, enfin, hein. Donc il y a 0 indicateur qui montre qu'il y a une incertitude forte par rapport à son poste et ses rémunérations. Mais dans le regard de sa femme, il est quelqu'un qui est complètement incertain, non contrôlable, non identifié. D'accord ? C'est un dirigeant non identifié. Et il dit, là, j'ai pris une grande claque dans la tête. Là, je savais qu'on était à un endroit et qu'on était des ovnis, mais à ce point-là, y compris dans ma propre maison, là, je vois que les bras m'en sont tombés. Vous comprenez ? Et donc, la moitié du codir démissionne. Et du coup, il faut s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire démissionner les gens. Encore une fois, à aucun moment, il faut pousser les gens à démission, parce que ça, c'est paradoxal. Mais il faut se préparer à cela. Se préparer que ce modèle-là ne convient pas à certaines personnes, et c'est OK. D'accord ? C'est pour ça que c'est paradoxal. Mais les coachs connaissent bien cette approche paradoxale, puisque nous apprenons aux gens à se débrouiller sans nous. Donc on sent bien comment ça se passe. Ça va ? Alors, quelques mots sur la vision. Alors, Goetz en parle bien, ça, pour nous c'était évident. Hein. Je vous rappelle que Nicolas fait une formation depuis 10 ans sur construire une vision avec des organisations. Donc, ça, on est un peu dans le monde de la vision. Mince. Alors, la vision rêve, c'est une façon de répondre à ces 2 questions. D'accord ? Toute entreprise qui se pose les questions de la vision se pose en réalité 2 questions. Qu'est-ce qui va guider l'entreprise et qu'est-ce qui va inspirer l'entreprise? Et ce n'est pas du tout du même ordre. Et la plupart des entreprises qui travaillent sur la vision travaillent sur ce qui guide la stratégie, les orientations, le changement, la transformation, les nouvelles organisations, etc. Mais elles oublient de travailler sur ce qui inspire, c'est-à-dire ce qui motive, ce qui crée du sens. Et on va travailler sur les valeurs, les principes de management, l'ambition, etc. Et bien sûr, quand on travaille sur la vision, c'est comment ensemble construire le futur de l'entreprise. C'est à cette question-là fondamentale qu'on répond. Qu'est-ce qui va nous guider, nous orienter, nous inspirer? Et comment ensemble construire ce futur-là? Et chaque mot est pesé. Comment, ça veut dire que ça n'existe pas. Ensemble, ça veut dire que c'est collectif. C'est pas moi qui vais me lever en disant voilà la vision. D'accord? Construire, ça veut dire qu'on va le faire, on va mettre en œuvre, ça prendra peut-être du temps. D'accord? Le futur, il est à créer, et l'entreprise, c'est nous. Alors,
toujours quelques repères par rapport à la vision. C'est très important. Si vous êtes amené à travailler avec une entreprise libérée ou libérante, vous ne pouvez pas faire l'impasse du travail sur la vision, parce que c'est ce qui va guider tout. Pourquoi? Parce que comme on va supprimer les procédures, on va supprimer les contrôles, on va supprimer la hiérarchie pour une part, donc quel est le repère? Les personnes n'ont plus de repère. Vous ne pouvez pas les amener dans le désert sans boussole, sans compas, sans GPS, sans rien, ça c'est pas possible, parce qu'ils sont perdus. Donc il faut leur donner des repères. C'est ce qu'a très bien réussi Gore. Il y a 3 valeurs et il y a un élément de code génétique. À partir de ces 3 valeurs, tout ce qui est dans ces valeurs, c'est OK. S'il n'y a pas ces guides-là, c'est pas possible. Et c'est ce que Jim Collins appelle la discipline des valeurs. Ça va très loin, la discipline des valeurs, il faut le savoir. Discipline des valeurs, dans certaines entreprises, si vous n'êtes pas dans les valeurs, vous êtes dehors. Donc ça va très loin, c'est pas du tout des choses comme ça pour s'amuser, pour faire joli dans des trucs. Ça va très très loin. Mais soit vous êtes guidé par les valeurs, soit vous êtes guidé par le contrôle et les procédures. Donc c'est intéressant de savoir que c'est 2 mondes, mais vous ne pouvez pas enlever l'ancien monde et rien mettre à la place. Et ça, c'est universel. Et donc du coup, en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, on va demander aux gens de répondre à ces questions-là. Par contre, les réponses leur appartiennent. Mais on va leur demander de répondre à un moment donné à ces questions-là. Parce que sinon, dès qu'ils vont commencer à toucher à la prise de décision, dès qu'ils vont commencer à toucher à la suppression des lignes hiérarchiques, dès qu'ils vont commencer à toucher à des éléments clés de ce qu'il faut faire, à des innovations, etc., s'ils n'ont pas de repères sur les valeurs et sur la vision, ça ne peut pas marcher. Ça va, c'est OK? Donc, nous, on propose toujours l'arbre de vision, n'est-ce pas? L'arbre, parce que ça s'inscrit dans le monde, on n'est pas déconnecté du monde, mais il y a les racines, ce qui est profond, ce qui nous ancre, d'accord? Il y a le tronc qui nous construit, et il y a les branches qui génèrent les fruits. Et donc, les 3 dimensions, hop, les niveaux logiques, la vocation, les missions, les valeurs et les principes. Ensuite, on passe à l'ambition, la stratégie et l'organisation. Et ensuite, on passe au projet, au tech force et au plan d'action. Et plus on monte vers le haut, plus ça peut changer vite. Le plan d'action peut se changer tous les jours, c'est pas un problème. Mais la vocation ne se change pas tous les jours. Les valeurs, ça ne se change pas tous les jours. La stratégie, c'est le tronc. Donc, ça ne change pas tous les jours, mais ça ne change pas tous les 5 ans non plus. Et l'ambition, c'est ce qui permet de passer des fondamentaux, donc notre identité, qui sommes-nous, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous inspire, les missions vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos actionnaires, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de nos partenaires, etc. D'accord ? C'est une mission vis-à-vis d'eux. Ça ne change pas tous les matins. Et l'ambition, c'est ce qui fait la jonction entre l'organisation, les projets, etc. et nos valeurs. Et les dirigeants vont faire un truc extrêmement difficile. C'est préserver l'essentiel et stimuler l'important. Le garant des valeurs. Le dirigeant, le codir doit être le garant des valeurs. Le garant de l'identité. Le garant des missions. Okay. Souvent les dirigeants disent, mais au fond, à quoi je sers maintenant ? Parce que la plupart des décisions, je ne les prends pas, elles sont prises par un collectif. À quoi je sers ? Vous êtes le garant. Vous contenez les choses. Pas vous décidez, vous ordonnez, vous contrôlez. Vous contenez. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez le geste de contenir, vous contenez. Nous sommes là, dans ce périmètre. Là. D'accord ? C'est pas ça, faites ça, toi tu fais ça, etc. Je contiens. Dans ce périmètre, ce que Stanislas Dejoncker appelle l'espace de jeu, dans cet espace de jeu, faites ce que vous voulez. Décidez, moi je n'interviens plus. Mais je compte. Attention, il y a un groupe qui n'est plus dans une valeur de l'entreprise. Merci, non pas de changer votre projet, mais de revenir à la valeur de l'entreprise. Sentez le truc. Et pour la petite histoire, je vous ai mis la vision de JBS, ça nous fait un peu de pub. Voilà, parce qu'on vient juste, on a fini de construire notre vision. Enfin, je vous donne les niveaux de bas, parce que c'est les niveaux du bas qui comptent. Les niveaux du haut, ça n'a pas d'importance. Enfin, pas d'importance dans l'entreprise libérée, ça se fait tout seul. Mais dans le bas, voilà, par exemple, notre vocation est d'accompagner les hommes et les organisations dans leur transformation au service d'un monde pérenne. Ça, c'est notre raison d'être. C'est pour ça que nous sommes là.
Après, pour les missions, notre mission envers les personnes que nous formons, supervisons et accompagnons est de leur offrir un espace-temps, ressources uniques pour leur propre croissance identitaire et pour le développement de leurs compétences. Le fruit en est la construction de leur cohérence intérieure, l'être, et de leur capacité d'action, le faire, en réponse aux turbulences du monde que nous résumons dans l'intention de devenir, ok dans le chaos et la complexité. Voilà, ça c'est notre mission, on n'en a pas d'autre, on est à cet endroit-là. Okay, et nos valeurs, autonomie, responsabilité, bienveillance et engagement, ouverture et confiance, agilité et excellence. Je ne les développe pas, mais vous comprenez l'idée, c'est plutôt plus puissant de faire des couples de valeurs, et notamment qui s'opposent. Mais c'est un exemple, je ne vous donne pas ça pour qu'on parle de JBS, mais pour vous donner un exemple. À partir du moment où ça s'est construit, alors le champ des possibles est infini. Vous sentez le truc? Concrètement, ça veut dire ça. Et donc le coach va aider alors, très important aussi, j'ai parlé de la prise de décision, je vais vous donner un repère par rapport à la prise de décision. Alors, je vais le dire tout à l'heure, mais je tiens à le dire maintenant, c'est-à-dire que si vous êtes coach et que vous souhaitez accompagner ou participer à ces processus-là, il faut que vous soyez à l'aise avec la prise de décision et l'ensemble des processus de prise de décision. Donc ça oblige à vous former au processus. Vous ne pouvez pas dire, bon, on va faire du partage, on va écouter chacun, etc. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible au sens, c'est pas suffisant. Vous voyez ? Il va falloir que vous soyez très compétent dans l'accompagnement d'une prise de décision collective. Parce que la plupart des équipes n'ont pas l'habitude de changer de modèle de prise de décision. Or, c'est ça qui va se jouer. Et donc, il faut être à l'aise avec les 5 modèles de prise de décision. Donc, je vous les donne là ici. Vous savez qu'un manager a 5 options en termes de décision. Je décide, vous appliquez. Je décide, j'informe largement sur le sens, et vous appliquez. Donc là, on est dans la dimension pyramidale. Je suis le chef, donc je suis le décideur. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc je décide, vous appliquez. Je décide, je vous explique quand même, mais vous appliquez. C'est pas remis en cause. C'est consubstantiel, pour employer un mot un peu qui fait intellectuel, vous voyez. Donc, mais à un moment donné, on va commencer à rentrer dans le nous. D'accord ? C'est pas je décide, vous appliquez. C'est, à un moment donné, on va rentrer dans l'intelligence collective. Même si je veux garder un peu d'espace de décision, je vais au moins consulter. Au moins demander l'avis. Et décider. Oui, déjà, on commence à entrer dans quelque chose de plus participatif. Et c'est ça qui s'est passé dans les années 70. C'est qu'on a commencé à passer à « je décide, vous appliquez », je décide, vous appliquez, j'explique le sens, à « et si vous consultiez votre équipe ». Et si vous en parliez autour de vous? Ah oui, mais je voudrais pas, si je ne suis pas d'accord avec eux, bah, dites-leur que vous continuez à décider et que vous les consultez. Parce que sinon, l'ambiguïté, c'est le niveau 4. Nous décidons, nous appliquons. Donc là, j'ai décidé de ne pas décider seul. Nous allons décider et nous allons appliquer. Vous voyez comment ça change de niveau logique. Et là, on est dans les processus dits sociocratiques, holacratiques ou concordance, pour prendre Will Schutz. Mais l'entreprise libérée, elle est plutôt dans le 4 et le 5, puisque à un moment donné, on est vous décidez, vous mettez en œuvre, vous reportez. C'est-à-dire que cette décision-là, je ne veux pas la prendre. En tant que manager, en tant que coach, en tant que dirigeant, en tant que codir, en tant que DRH, je ne veux pas la prendre, ce n'est pas de mon niveau, de mon ressort. Vous êtes habilité à prendre la meilleure décision. Vous voyez, vous faites. Vous diagnostiquez, vous réparez. Vous avez besoin d'un planning? Faites-le. Vous voulez savoir si vous réunissez? Allez-y. Vous avez besoin d'outils? Achetez-les. Décidez entre vous quel outil vous achetez. Sentez le truc? Vous voyez comment ça commence à... Parce que dès qu'on commence à parler d'argent, ça devient un sujet sensible. Mais tant que ça ne se traduit pas en euros, on n'y est pas. D'accord? Parce qu'il y a 2 choses, on va le voir, qui doivent être extrêmement claires dans le périmètre. C'est l'information n'est pas un pouvoir, n'est pas un élément de pouvoir. Donc, on arrive dans la transparence, progressivement, mais on va dans la transparence. Beaucoup l'ont fait progressivement. Ça fait 80%, après 90% et après 100%. Ça s'est fait progressivement. Et la décision
ça génère forcément des coûts, des investissements. Alors, est-ce qu'on va jusque-là? Et si on n'est pas prêt à aller jusque-là, les gens vont se coincer. Donc, évidemment, dans les modes de prise de décision, il y en a qui prennent moins de temps, mais moins d'adhésion, et il y en a qui prennent plus de temps, mais plus d'adhésion. Et donc, si vous êtes coach et que vous voulez accompagner au moins sur la prise de décision, vous devez être à l'aise avec les 5 modes de prise de décision, parce que tous sont OK. Mais bien sûr, notre métier, c'est plutôt d'être à l'aise avec les processus sociocratiques, les élections sans candidat, par exemple. Qui a déjà fait les élections sans candidat? Ouais, super. Qui n'en a jamais fait? Et pourquoi? Voilà, vraiment, je vous encourage, formez-vous à ça. L'élection sans candidat, c'est un truc fantastique, mais vraiment fantastique. Je ne vais pas le développer ce soir, mais vous comprenez, on a besoin de quelqu'un qui anime, je ne sais pas quoi, dans notre équipe. Eh bien, on va l'élire, mais sans candidat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va être élu. Personne ne fait acte de candidature. Et donc, on regarde les enjeux, on regarde qu'est-ce qu'on attend de lui, sa fonction, son rôle, sa posture, ses valeurs, etc. On regarde de quoi on a besoin, et on y va. Chacun met un nom. Je m'appelle Serge, et je vote pour Pierre-Yves. Parce que, qu'on est en train de dire, ça me paraît un excellent candidat. Et chacun va faire ça. Et on le fait à haute voix. D'accord ? Il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'anonymat. L'anonymat et l'entreprise libérée, c'est antinomique. Donc, on ne vote pas à bulletin secret, etc. Ça ne fait pas sens. Ça n'est pas le monde. On assume. La responsabilité, c'est j'assume ma parole. Moi, je vote pour Pierre-Yves parce que je crois que Pierre-Yves est vraiment la personne la plus adaptée. Toi, tu votes pour un autre, etc. Et on va mettre les noms, etc. Et on va négocier au sens de discuter, mais c'est vrai que Pierre-Yves. Et à un moment donné, on va dire, voilà, est-ce que quelqu'un a une objection? Est-ce que ce soit Pierre-Yves? Et s'il n'y a pas d'objection, c'est Pierre-Yves. Ce qui n'est pas la même chose qu'une préférence. Moi, j'aurais voté peut-être pour toi, Michel, et c'est Pierre-Yves qui... Eh mais j'ai pas d'objection à ce que ce soit Pierre-Yves. Vous sentez le truc? C'est fantastique. Moi, je l'ai fait plusieurs fois à des hauts niveaux d'enjeux, c'est-à-dire où il fallait lire des adjoints. Là. Donc là, ça s'était jamais fait. Et je peux vous dire, c'est fantastique. Donc, à l'aise avec les processus. Alors, nommer, parce que le coach doit être à l'aise avec les inconvénients. Parce que, je peux vous dire, c'est tout sauf un chemin de route. Je leur dis toujours, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc, ce n'est pas un chemin de rose, c'est pas Alléluia, ça va bien se passer, tout le monde va se lever comme un seul homme et dire enfin on est libéré, enfin dans le monde paradisiaque, etc. Non, je peux vous dire, ça va être très chaud. Et Stanislas racontait cette histoire extrêmement émouvante où il disait bon, c'est une PME, c'est pas, ils sont une centaine, donc c'est pas un peu multinational, et on se connaît tous, on a tous grandi ensemble et tout ça. Il dit, le plus dur, c'est quand je voyais rentrer 3-4 personnes en pleurant dans mon bureau, des gens du terrain qui, en pleurant, disaient, monsieur, on vous en supplie, arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça, mais en pleurant, pas en gueulant, en pleurant. Il disait, là c'était vraiment dur. Là, c'était vraiment. Parce qu'il faut vraiment être solide à l'intérieur de soi et avoir un cap pour se dire non, on ne peut pas arrêter, c'est ça qu'il nous faut. La pérennité est à ce prix-là. Parce que sinon, évidemment, c'est des personnes que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais un profond respect et qui se sont toujours données pour l'entreprise. Donc, ça vaut le coup de les écouter. Et on peut pas, j'avais l'impression de les violenter. Donc, c'est pas du tout un chemin de rose. C'est pas non plus un chemin de violence. Mais n'imaginons pas que tout le monde va se lever comme un seul homme. C'est pas vrai. Donc c'est une aventure paradoxale et ambivalente. Les gens veulent aller vers leurs aspirations et en même temps, ils veulent garder l'ancien système, la sécurité, pas passer de temps à savoir qui fait quoi et le planning, voilà. En gros, on voudrait être libre, mais dites-nous ce qu'il faut faire. C'est un peu ça l'ambivalence. Et donc en continu, on oscille entre la sécurité et la liberté. On continue. Et on passe du connu à l'inconnu, au connu à l'inconnu, au connu à l'inconnu, tout le temps. Donc il faut être vraiment à l'aise avec l'incertitude, parce que de toute façon, le chemin se fait en marchant. Le chemin est là où sont vos pas. C'est le terrain incognito.
Et donc, je vous l'avais dit, les co-dirigeants managers sont déstabilisés. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous coachez un manager par-ci, une équipe par-là, un codir, accompagné à plusieurs, etc., peu importe, ou bien vous animez un co-développement, etc. Demain, par exemple, je vais à Annecy, j'assure que c'est vrai, le codir, le dirigeant, il est dans un processus de libération, dont je suis totalement étranger, et il me dit, on aimerait expérimenter le co-développement au codir. Je lui dis, pourquoi vous m'appelez moi? Je ne suis pas le spécialiste du co-développement, je ne sais pas à peu près à quoi ça ressemble, mais je ne suis pas spécialiste du co-développement. Pourquoi vous m'appelez moi? Il dit non, parce qu'on sent bien qu'il y a d'autres enjeux et que c'est pas facile pour nous, mais on aimerait déjà commencer par du co-développement. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils veulent commencer par ça, on va commencer par ça. S'ils veulent commencer par autre chose, on commence. D'accord? C'est là où il y a l'énergie, là où il y a du désir, là où il y a de l'envie, ben on va y aller. Et puis on verra bien. Je ne peux pas venir avec une démarche en vous disant attendez, vous n'avez pas fait les 8 premiers points, ça ne va pas marcher. Hein. Donc le co-développement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle des démarches récursives et résonantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faites un co-développement, et ben vous allez voir qu'à la fin du co-développement, les gens vont dire oui, c'était super, on s'est bien aidé, c'était soutenu, on s'est soutenu, c'est génial, je ne savais pas, Paul, que, etc. Je me sens bien, j'ai reçu du feedback. Oui, ça c'est le co-développement, c'est super. Mais ça pose quand même quelques questions. Ah oui, lesquelles? D'abord, pourquoi on ne l'a jamais fait? Pourquoi on ne l'a jamais fait au sein de notre codir avant? Hein? Et puis, moi je pensais, quand je suis arrivé au codir, que je n'avais pas besoin d'aide, mais je m'aperçois qu'au fond, non seulement j'ai besoin d'aide, mais que les autres aussi ont besoin d'aide. Et donc se faire accompagner, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse. Et peut-être qu'on pourrait se faire accompagner de façon plus large au codir, pas seulement au co-développement. C'est tout ça, ça résonne tout le temps. Et ce qui est bien, c'est si on le fait au codir, on pourrait le faire ailleurs, les managers pourraient faire du co-développement, etc. etc. Ouais, ça crée des résonances. Et bien après, on prend les problèmes par là où ils arrivent, c'est-à-dire toujours là où est l'énergie. Il n'y a pas de démarche. Alors, maintenant, on va parler du leader, puisque, hop, yoc. Alors là, c'est une des conditions de réussite, je ne vais pas dire la condition de réussite, mais c'est une des conditions de réussite. Et moi, j'aime bien ce que disent certains leaders. D'accord. Le dernier, il disait, ça fait 5 ans que j'y pense. Mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Il a fallu, c'est en allant à la PM, c'est en allant rencontrer d'autres dirigeants, en voyant quelques expériences, en ayant stabilisé ma vie familiale, que je me suis dit, là, je crois que c'est bon. Là, je crois que je peux y aller. 5 ans. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire, quel est votre chemin de croissance personnelle et spirituelle, voire spirituelle? Parce que là, vous entrez dans une nouvelle culture. Est-ce que vous savez vraiment ce qui vous attend? Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous choisissez le chemin du difficile? Et donc, il faut qu'il me réponde au moins 7 fois à cette réponse. 7 fois différemment. Et là, je commence à croire. Quand je dis je commence à croire, c'est-à-dire que je commence à appréhender la complexité du truc. Et s'il dit, oh, il y a une entreprise qui l'a fait, ça a l'air de marcher, on va essayer. Ah, c'est pas la bonne réponse. Ça vient que c'est pas la bonne réponse. Je sais pas. S'il dit, je sais pas, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai essayé plein de trucs, il n'y a plus rien qui marche. Il ne reste plus que ça. Ah, là, ça commence à être intéressant. Parce que fondamentalement, il fait du benchmarking. Oui, il fait du benchmarking sur qu'est-ce que font les autres entreprises. Ça intéresse. Et puis, si en même temps, il amène des choses personnelles, ce qu'avait très bien amené Bertrand Martin, il disait, on lui a dit, mais pourquoi vous avez repris Sulzer? Vous étiez bien au chantier naval de Saint-Nazaire. Vous étiez en train de finir votre carrière tranquillement. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à Sulzer, Diesel France, qui était en train de mourir, il n'y avait que 6 mois à vivre, et vous avez tout lâché, la proie pour l'ombre. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez ce qu'a répondu Bertrand Martin? Et je sais, mais c'était le dernier challenge avant ma retraite, et je voulais savoir si mes idées étaient justes. Je voulais savoir si vraiment ma vision de l'homme était juste, et donc j'aurais eu tout le temps des regrets si j'avais pas pu le faire. Donc je sais bien que c'était un pari fou. Je sais bien que tout le monde me disait de ne pas y aller. Et je savais bien que j'avais peu de chances de réussir. Mais je voulais voir si ça marchait. Donc, un chemin de croissance personnelle et spirituelle.
Et puis bien sûr, c'est entrer dans les 4 dimensions de la transformation. Donc, pour ceux qui ont écouté la vidéo de JBS, on en parle un peu, parce que fondamentalement, pour nous, la transformation, c'est 4 dimensions. Transformation des représentations vers plus de conscience. La transformation des intentions vers plus de sens. La transformation des relations vers plus d'interdépendance. Et la transformation des actions vers plus de cohérence. Et c'est ça qui attend les personnes qui vont transformer l'entreprise. Ils vont changer leur système de représentation, ils vont changer leurs relations, ils vont changer leurs actions, ils vont changer leurs intentions. Vous voyez comment ça va commencer à résonner. Et pour le dirigeant, il a quelque chose à renoncer, et qui n'est pas facile, c'est seul je vais plus vite, ensemble on va plus. Ça c'est pas facile. Seul je vais plus vite, ensemble on va plus. Et plusieurs dirigeants témoignent de ça. Quand je vois arriver mon collaborateur dans mon bureau, et qui me dit j'ai un problème, mais je pense que je vais le résoudre, mais en même temps, je ne sais pas si je vais faire ça ou faire ça. Et le dirigeant a dit, mais il faut que je l'écoute. Je dois l'écouter. Et ça prend du temps. Et à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui me dit, mais j'ai qu'une envie, c'est de lui foutre un coup de pied au cul. Je dis, mais va bosser, quoi. Va bosser. Et je suis là pendant 20 minutes, une demi-heure à l'écouter. Mais je sais que si je ne l'écoute pas, c'est comme si je le remettais dans le congélateur. Et là, il faut que je prenne sur moi. Il faut que j'accueille, il faut que je pose des questions. Ouais, que je le conduise comme un coach. Ouais, comment tu vois les choses? Quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel est le risque? Comment tu te sens, toi, par rapport à cela? Et petit à petit, la personne va construire sa sécurité interne, va construire ses protections et ses permissions, donc va construire son autonomie. Qu'est-ce que nous avons avec nous? Nous accompagnons. Mais pour ça, il faut renoncer à aller trop vite. Parce que sinon, hop, je fais tout seul. Ah, il s'est passé quelque chose. On ne touche plus à rien. Ah. Alors, je ne vais pas développer trop parce que le temps commence à manquer, mais il y a 2-3 repères que vous connaissez pas sans doute. Les 2, c'est les 3 stades de développement. Bon, je suis, le leader doit être à la fois un donneur d'ordre, un responsable ressource et un responsable porteur de sens. Pour les 3 stades. À la fois centré dans une dimension pyramidale d'où je viens mais que je dois lâcher, où je deviens un homme ressource au service pour faire accoucher, on dirait un dirigeant coach, un manager coach, et en même temps responsable porteur de sens, c'est-à-dire centré sur les enjeux, la vision, les valeurs, et pour faire monter les équipes autour de ce sens-là. C'est un chemin, mais c'est d'abord une posture, c'est ça qui est important. Pour ça, très important, c'est d'être OK dans le chaos et la complexité, tout le temps. Et à ce moment-là, c'est le rapport à, le rapport à l'incertitude, le rapport à l'imperfection, à la culpabilité, à l'ambiguïté, à l'ambivalence, au paradoxe, à la frustration et à ma capacité de changement. Tout le temps, ça se joue, ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis à l'aise avec l'ambiguïté? Est-ce que je suis à l'aise avec l'ambivalence? Rappelle, l'ambivalence, c'est vouloir une chose et son contraire. Or, je vais rencontrer en permanence des collaborateurs, des équipes qui voudront une chose et leur contraire. Qu'on continue et qu'on arrête. Qu'on leur dise ce qu'il faut faire et qu'ils décident par eux-mêmes. Et c'est la vision et la co-création qui va nous aider. C'est le co.
Chaque fois que je vais être en difficulté, c'est le collectif qui va m'aider. Sur le management par les valeurs, j'en ai dit quelque chose, mais au-delà des valeurs, l'idée, c'est l'exemplarité. Si vous faites tout ce que j'ai dit sans l'exemplarité, ça ne marche pas. C'est la condition numéro 1. Incarner les valeurs, incarner le projet. Et à ce moment-là, ce qui va se jouer, c'est le symbolique. D'accord ? Pourquoi, dans la plupart des entreprises libérées, on supprime la place de parking des dirigeants? Pas pour augmenter la productivité, juste parce que symboliquement, on marque le coup. Il n'y a plus de place de parking pour le dirigeant. Si vous allez chez Dimo Software, ils sont juste là à Dardilly, entreprise libérée, je connais depuis 10 ans, j'ai 2 fois la vision avec eux. La première fois que je vais les voir, d'accord ? Je parle un peu, je lis leur doc, je vois le client. Ok, très bien, c'est bien. Donc, j'arrive dans le parking, à Dardilly, là-bas, et il y a des voitures, mais partout, sur les pelouses. Là, je me dis, je vais jamais trouver de place, il est 3 heures de l'après-midi, je vais jamais trouver de place. Bon, j'essaie de regarder, etc. Et là, au miracle, devant l'accueil, j'arrive, je passe, et il y a 5 places marquées visiteurs. Et les 5 places sont libres. Et là, après vous, je me mets où ? Visiteurs. Et je leur... Alors évidemment, comme dans beaucoup d'entreprises, on m'accueille avec le café, on demande qui vient le voir, etc. On a un chouette accueil. À côté, il y a les jeunes qui jouent au baby-foot. Ils passent dans les couloirs, ils se font de la visite. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que je leur ai dit, écoutez, d'abord, merci d'avoir mis des places devant pour les visiteurs, parce qu'à un moment donné, j'ai cherché, je ne trouvais pas de place. Ils me disaient, non, c'est normal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a mis que le client était très important, ça veut dire que l'extérieur est plus important. C'est le monde qui est important. Et si le monde est important, alors il faut que les places soient pour le monde, pas pour nous. Donc dans notre culture, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de place pour le dirigeant, DG, DRH, machin. Ça n'existe pas dans notre culture. Il y a toujours un DG, il y a toujours un DRH, mais ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Symboliquement, ce serait contraire. Vous voyez ? Et Guillaume l'a dit, il m'a dit, mais tu te rends compte ? Toute la journée, les gens m'entendent dire le client, etc. Toute la journée, ils savent bien que le client est premier, la qualité de service, c'est notre marque de fabrique. Et on est très très haut dans la qualité de service. Le client, il a toujours une réponse. Même si on lui dit qu'on rappellera demain, mais il a toujours une réponse. Et t'imagines si les places devant, c'est les places de la mienne et celles du DG. Mais t'imagines, après, c'est quoi ma crédibilité ? Ben, c'est zéro. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le client va se garer au fin fond du parking. Les symboles sont très forts. Et il va falloir toucher le symbole. Et notamment par une chose très dure, c'est la fin des privilèges. Parce que là, c'est décidé, c'est collectivement. Et comme aucun sujet n'est tabou, ça aussi c'est un élément, aucun sujet n'est potentiellement tabou, y compris la paye du patron. Si vous commencez à mettre des tabous à cet endroit-là, ça veut dire que tout peut être discuté. Ça ne veut pas dire que tout doit être décidé, mais tout peut être discuté. Est-ce qu'on peut poser des questions sur combien gagne notre patron ? Si on ne peut pas poser cette question, eh ben c'est pas juste. C'est du pipeau, quoi. Vous voyez ? Sentez comment on commence à passer d'un monde à l'autre. Oui. Mais si on veut avoir des hauts niveaux d'implication, des hauts niveaux d'engagement, des hauts niveaux de motivation, des hauts niveaux d'implication, des hauts niveaux d'autonomie et de responsabilité, il y a un prix à payer. Et c'est pour ça que je dis toujours aux dirigeants, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ? Parce que ça va vraiment décoiffer. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ? Parce que le prix, c'est... Il y a des gens qui vont venir vous demander votre salaire. Vous êtes prêts à répondre ? Si vous n'êtes pas prêt à répondre, n'y allez pas. Parce que là, ça ne va pas le faire. Ça va ? Et, encore une fois, c'est très important, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être exemplaire, ce n'est pas la même chose. C'est 2 mondes différents. Le monde de la perfection, c'est une chose, le monde de l'excellence, c'en est une autre. Le monde de la perfection, c'est une chose, le monde de l'exemplarité, c'en est un autre. L'un n'est pas la même chose que l'autre. Exemplaire, ça veut dire je fais le mieux que je peux dans les valeurs, pour symboliser les valeurs, pour m'améliorer par rapport aux valeurs. Et je suis confrontable, et je suis observable,
Et je suis évaluable sur les valeurs. D'accord? On me donne du feedback là-dessus. Mais je ne suis pas parfait. Parce que je ne suis qu'un homme. Aucune femme. Voilà, voilà. Et bien, si vous en êtes d'accord, on va finir par le rôle du coach. Donc, il connaît les entreprises libérées, les enjeux, les écueils. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Il est à l'aise avec les processus d'intelligence collective, de construction de vision et de mode de prise de décision, entre autres. Il est à l'aise avec l'incertitude, l'ambiguïté, l'ambivalence, les paradoxes, les deuils liés au changement identitaire, puisque de toute façon, chaque fois qu'il va avoir devant lui un manager, un dirigeant, une équipe, un groupe, peu importe, va se poser toutes ces questions-là. Et c'est tout le temps ça qui se pose. C'est quoi mon rôle? À quoi je sers? Avant j'avais ça, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, on peut pas me demander ça, mais c'est une régression, mais je suis pas rentré dans l'entreprise pour ça, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Mais vous, en tant que coach, si vous accompagnez ce manager, vous pouvez pas aller voir le patron et lui dire, écoutez, ça va pas, vos managers, ils sont en déshérence, ils sont en grande souffrance. Ben non, ils sont pas en grande souffrance, ils sont en questionnement, c'est pas la même chose. Ils sont en questionnement identitaire. D'accord? Et le rôle du coach va travailler sur les 4 rapports d'Irving Yalom. Le rapport à la finitude. Oui, mon rôle va s'arrêter. Oui, l'entreprise va se transformer. Le rapport à la liberté, le rapport à la solitude et le rapport au sens de la vie. C'est les 4 enjeux d'Irving Yalom dans son bouquin qui s'appelle Thérapie existentielle. Parce que Irving Yalom fait partie, comme Viktor Frankl, du courant qu'on appelle le courant existentiel. Et j'ai découvert une pépite, c'est si vous accompagnez des managers, des responsables, etc., vous allez travailler sur les 4 niveaux d'orgueil. C'est l'orgueil de la possession, matérielle ou immatérielle. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien posséder, mais la course permanente à la possession, avoir plus de salaire. Pourquoi actuellement les grands patrons, ça ne va pas? Pas parce qu'ils ne travaillent pas, parce que leur salaire est immoral, est indécent. Pourquoi il est indécent? Parce que c'est la course à la possession matérielle, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est la course à l'ego. Lui, il a 5 millions d'euros par an, moi il m'en faut 6. Il en a 6. Écoutez ce que disent, enfin, si vous écoutez Carlos Tavares et Carlos Ghosn, mais il ferait mieux de se taire. Il ferait mieux de se taire, c'est indécent. Il se tire la bourre sur les salaires et les stocks options, c'est indécent. Donc, la course effrénée aux stocks options, au matériel, toujours plus, sachant qu'on ne peut faire que 3 repas par jour, hein, je rappelle. Une fois que tu as mangé 3 fois, tu vas faire quoi? Tu vas manger 4 fois, 5 fois, 6 fois. Une fois que tu as une grosse voiture, tu vas avoir 2 grosses voitures. L'orgueil de la volonté. Bon retour, merci. L'orgueil de la volonté, et notamment la volonté imposée aux autres. Avoir dans l'idée que le monde doit être dirigé et contrôlé par moi. Que les êtres humains, il faut les contrôler. J'ai le pouvoir de contrôler les gens, j'ai le pouvoir d'imposer ma volonté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que de l'ego et encore de l'ego. C'est de l'orgueil mal placé. L'orgueil de l'intelligence. Tout réduire au rationnel. C'est pas scientifique, votre truc. Les émotions, c'est pas scientifique. On ne peut pas prouver que les gens qui acceptent les émotions produisent plus. On ne peut pas le prouver. Essayez de prouver l'inverse aussi. On ne peut pas non plus. Tout est réduit rationnel. Il faut mesurer le retour sur investissement. Qu'est-ce que tu veux mesurer le bonheur au travail? Comment tu vas mesurer toi le bonheur au travail? Comment tu vas mesurer la motivation? Comment tu vas mesurer la passion à des jeunes qui travaillent ici? Comment tu vas les mesurer? Tout ne se réduit pas au rationnel. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil ne vient pas du fait de réduire au rationnel. C'est que moi, je n'ai pas besoin d'émotion. Moi, je n'ai pas besoin. Vous comprenez? C'est pas, j'ai pas été formé comme ça. J'ai pas besoin du ressenti. Tout ça, ça n'existe pas. Et l'orgueil de la spiritualité, c'est pas la spiritualité, mais l'orgueil de la spiritualité par rapport à l'adoration de soi-même. L'ego, toujours l'ego, toujours l'ego. Ah, je suis le plus grand dirigeant, je suis le plus grand équipe. Ah, mon entreprise, ah, elle est merveilleuse, ça. L'ego, tout. Et donc, c'est important en tant que coach d'accueillir ces dimensions comme des dimensions de l'ego. Pas pour juger ni culpabiliser, mais pour questionner. Quelle est votre quête? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cela?
comprenez pourquoi ça nous ramène au chemin spirituel. Voilà, je ne vais pas plus loin pour ce soir, parce que c'est un sujet infini. D'accord ? Et j'ai plutôt envie de répondre à quelques questions, si vous êtes d'accord.